Donc du coup, on va parler du chapitre 1137 de One Piece. Shamrock apparaît. Donc déjà, franchement, la page de couverture, j'aime beaucoup. Le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 23e épisode, infiltration dans la base mystérieuse. Donc dans le chapitre 1136, on avait une base assez mystérieuse et qui était assez stylée à regarder. Salam frérot, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Si t'as pas lu le chapitre de One Piece, fais attention du coup, parce que je vais le spoil. Puisque là, du coup, on va le voir ensemble, on va parler un petit peu. Comme ça, en même temps, je pourrais faire mes théories, tu sais. C'est ce que je te disais la dernière fois. Genre comme ça, tu sais, genre je vais faire ça et après comme ça je remettrai la rediff sur YouTube directement. Ah bah parfait alors, parfait. Du coup, on se retrouve là dans le chapitre, du coup le chapitre 1137, on est dans le château. Donc le château qui s'appelle Owist, honnêtement j'ai pas Owist ou Owolst. J'ai pas la ref, après le WLST ça fait très ouest hein, du coup concrètement. Donc potentiellement un château qui est à l'ouest hein. Mais après, très honnêtement, je n'ai pas plus d'infos par rapport à ça. Par contre, ce qui est assez intéressant pour le coup, c'est qu'on nous dit que le roi Harald y est mort il y a déjà 14 ans. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que Loki est enfermé depuis 6 ans. Donc concrètement, avec un simple calcul, on sait que Loki a passé littéralement 8 ans à Elbaf après avoir tué son père. Et ça, franchement, bah, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose de négligeable. Parce que ça prouve encore une fois que les géants d'Elbaf avaient besoin concrètement de Shanks pour capturer Loki, parce que si Loki est resté, j'ai envie de dire, 8 ans après avoir tué son père sur Elbaf, bah c'est pas pour rien. Et ça, franchement, j'avoue que je m'y attendais pas. Je pensais vraiment qu'une fois que Loki avait tué son père, il avait été enfermé, genre dans les mois ou semaines, voire jours qui avaient suivi. Mais pas pendant 8 ans. Je sais pas si on se rend compte, 14 ans que le roi est mort, donc 14 ans que Loki a tué son père. Luffy, il était encore en train de faire des petits gom-gom avec Saboé ça, à cette époque-là. Hein. Donc c'est quand même une petite dinguerie. Du coup, on apprend du coup pas mal de choses hein, aussi. Ce qui est bien, c'est que dès le début du chapitre, on apprend ça. On apprend aussi que concrètement, on a eu un affrontement littéralement entre les deux. Moi, personnellement, j'avoue qu'au début, je pensais plus que Loki avait assassiné son père purement et simplement. Mais en fait, non, on avait vraiment un vrai combat entre les deux et on le voit. Parce que là, comme ça, on se dit, ouais, ça a l'air endommagé. Regardez, je vais zoomer un petit peu. Ça a l'air endommagé, mais peut-être pas tant que ça. Mais faut se dire les choses. Road, il est gigantesque. Là, Luffy, il arrive aux racines. Et regardez un petit peu tous les trous qu'il y a. Enfin, on voit vraiment le côté destruction et le côté affrontement assez titanesque. Donc ça, je trouve que c'est assez stylé pour le coup. Et je trouve que du coup, on voit vraiment la férocité du combat. Et je trouve que c'est vraiment assez intéressant parmi, j'ai envie de dire, les choses à souligner. On voit aussi du coup que là, il y a énormément de squelettes. Et du coup, on voit aussi beaucoup d'épées hein, dans des crânes. D'ailleurs, on voit Luffy, la taille qu'il fait par rapport au manche de l'épée. Donc juste dites-vous que là, nous, on voit la perspective par rapport à Road. Mais qu'en vérité, n'oubliez pas que c'est littéralement titanesque. Le combat est littéralement titanesque. N'oubliez pas que là, Luffy fait même pas la taille du manche d'une épée. Donc juste essayez de voir un petit peu la proportion que ça a pu prendre. Donc c'est juste incroyable. Et on apprend aussi que Loki a tué une centaine de géants. Donc concrètement, dans les derniers chapitres, en fait, on a ce côté, ce petit ressenti, qui nous porte à croire, mine de rien, que Loki n'est pas un si mauvais mec que ça. Mais le souci, c'est qu'on sait que Loki a tué littéralement une centaine de personnes. Il a tué son père. Donc en vrai, il y a beaucoup de choses, j'ai envie de dire, qui sont un peu dérangeantes dans tout ça. Et personnellement, je trouve que ça rajoute un petit peu plus de mystère et un petit peu ce côté assez intriguant, je trouve, où on se dit pourquoi Luffy, il a de base un bon feeling avec Loki, pourquoi Luffy, il prend un peu tout à la légère, parce que Luffy, il prend les choses à la légère de base. Mais quand Luffy sait qu'il y a des morts, etc. en jeu, Luffy, des fois, il pète les plombs. Quand Luffy, il a vu ce qu'il avait fait... Ouais, là, je vais ouais, juste là, je vais pas tarder à en parler, t'inquiète. Là, juste, je parle de ce qu'il a fait. Et après, je parle de pourquoi Loki aurait pu le tuer. Et je trouve en vrai que ça pourrait être grave intéressant pour le coup. Parce que là, en vrai, tu vois, le truc que moi je me demande surtout là, pour l'instant, là, dans cette scène-là, c'est pourquoi un Luffy, quand il voit un Doflamingo faire des dingueries, on entend Doflamingo qui a fait telle ou telle dinguerie, Luffy il pète les plombs. Quand il entend que Kaido a fait telle ou telle dinguerie, Luffy il pète les plombs. Mais là, Luffy, on lui dit Loki, il a tué plus de 100 personnes. Une centaine de personnes, et Luffy, il est en mode, il réagit pas. Donc je sais pas si c'est vraiment juste l'instinct de Luffy qui lui pousse à croire que Loki, peut-être, c'est pas quelqu'un de mauvais dans le fond, mais c'est assez spécial, mine de rien.
Du coup, là, on sait qu'il n'y a que Jarl qui a survécu. Donc, en vrai, on montre quand même que Jarl, il avait une certaine puissance. Et là, surtout, avant d'aborder le point de pourquoi Loki aurait tué son père, il y a un point là qui est extrêmement intéressant. C'est qu'on sait que, du coup, les géants anciens... Du coup, les sangs des géants anciens, en fait, les géants, avant, ils avaient des cornes. Du coup, là, vous pouvez peut-être me dire, ouais, Ryan, pourquoi c'est intéressant? Bah, en fait, c'est un peu le sang royal, le sang, j'ai envie de dire, qui prouve un petit peu ta supériorité en tant que géant. C'est si tu avais des cornes. Et du coup, concrètement, on apprend quelque chose d'assez intéressant aussi. C'est que le roi Harald était connu, du coup, pour, en plus, c'est dit, hein, pour être le plus grand et le plus fort parmi tous les géants. Donc, ce qui fait que, concrètement, on sait un petit peu d'où vient la force naturelle de Loki. Que le roi Harald était un guerrier absolument incroyable. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est quoi? C'est que on connaît quelqu'un qui avait des cornes et qui était absolument, j'ai envie de dire, démoniaque en termes de puissance. C'est Oz. Oz qui, concrètement, je le rappelle, on l'a vu avec Ryuma. Et Ryuma, quand il a été réincarné avec l'ombre de Brook, oui, c'est pas une ombre de fou, mais Ryuma est quand même assez puissant. Alors qu'on sait que là, Ryuma, c'était concrètement l'épée le plus grand que la Terre ait connu, en vérité, pour le moment. Et le truc, c'est que se dire que Oz, avec l'ombre de Luffy d'avant, avait quand même une puissance assez démesurée, bah juste imaginez-vous, du coup, là, maintenant, la puissance que devait avoir Oz de base. Et surtout, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que Loki, que le roi Ra, du coup, on sait pourquoi maintenant Loki a des cornes aussi. Parce qu'on se disait pourquoi Loki a des cornes et les autres, non. On sait que Loki a des cornes, son père avait des cornes, parce qu'en fait, c'est des descendants de Oz, comme Oz Junior. Et surtout, on sait qu'il y a un autre personnage dans One Piece qui a des cornes aussi, hein. Et je vous le donne en 1000. C'est qui a des cornes dans One Piece? Et bah, c'est Kaido. Et le problème, c'est que Kaido, on dit que c'est la créature la plus puissante du monde. On savait pas trop pourquoi Kaido, j'ai envie de dire, il avait des cornes, etc. Mais en vérité, c'est quelque chose, du coup, qui pourrait être assez logique, mine de rien. Kaido pourrait être un croisé entre quelqu'un, j'ai envie de dire, qui a un sang de géant ancien, comme l'avait par exemple le père de Loki, et une humaine typiquement. Ce qui pourrait expliquer comment ça se fait que, entre guillemets, Kaido soit un hybride et soit un petit peu un côté créature. Donc ça, c'est la première option. Ou la deuxième option, c'est que tout simplement, il y a eu des expériences faites sur Kaido grâce au sang de Oz. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Parce que bah du coup, ça pourrait expliquer tout simplement pourquoi Kaido est aussi fort et aussi résistant. Bah tout simplement, j'ai envie de dire, parce que bah littéralement, le gars, il a du sang de Oz, du sang de anciens géants, j'ai envie de dire. Donc c'est assez incroyable. On apprend aussi du coup que le roi Harald était extrêmement pacifique. Et que aussi c'était le mec qui était le roi le plus puissant d'Elbaf. Donc moi personnellement de base je pensais que c'était un petit peu quelqu'un qui était faible. Mais en fait non, il n'est pas faible du tout. Il était extrêmement puissant. Et du coup aussi, ce qui est assez intéressant par rapport à tout ça, c'est que on sait que ça a arraché les cornes justement parce qu'il voulait retirer son côté, j'ai envie de dire, guerrier et ce côté un petit peu belliqueux qu'il avait en lui. Parce que bah concrètement, voilà, il était, j'ai envie de dire, descendant des géants guerriers, des géants un petit peu destructeurs. Donc lui, il voulait un petit peu se détacher de ça. Et on avait aussi une autre question, c'est pourquoi Ajrudin est aussi faible, j'ai envie de dire. Bah en vérité, c'est normal. Parce que Ajrudin est le demi-frère, j'ai envie de dire, de Loki. Mais concrètement, en fait, du coup, il n'a pas hérité des cornes, il n'a pas hérité de la noblesse de ce sang-là. Donc en vérité, bah c'est normal, j'ai envie de dire, que Ajrudin soit assez faible, mine de rien. Maintenant, on va parler de deux choses. Du coup, maintenant, là, Nourdine, je vais répondre à ta question. Pourquoi Loki aurait pu tuer son frère? Pour moi, c'est assez simple. Dans le dernier chapitre, on nous a parlé que Nika, ça pouvait être le libérateur, le destructeur, ou, bah, j'ai envie de dire, en vrai, ouais, c'est libérateur ou destructeur. Après, il y avait une autre traduction, mais c'était vraiment libérateur ou destructeur, quoi. Et le problème, c'est que, bah, pour les géants, le Nika, c'est une personne. C'est pas un fruit du démon, c'est pas quelque chose d'autre. Pour eux, c'est une divinité. Ce qui fait que, pour moi, en tout cas, Loki a voulu affronter son père et a voulu tuer son père pour justement prendre le trône. Parce que Loki, en tant que descendant direct des anciens géants, descendant direct de Oz, descendant, j'ai envie de dire, de guerriers extrêmement puissants, bah Loki, concrètement, n'était pas en accord, pour moi, avec son père qui, lui, était très, comment dire, était très pacifiste et voulait un petit peu mettre les guerriers de côté et voulait un petit peu se détourner de ses origines de Oz et ses origines de guerrier géant. Là où, concrètement, Loki, je pense,
Lui, on le voit qu'il a comment dire, une certaine valeur en termes de guerrier. Donc je pense vraiment que de base, lui, Loki, il se dit, moi je suis descendant des guerriers géants, donc je veux prouver que je suis descendant des guerriers géants. Et bah si je dois renverser mon père pour le faire, Elbaf doit être un pays de guerriers et un pays de sang pur. Et je pense que c'est surtout ça de base qui motive Loki. Après, Nika c'était un sauveur. Bah je suis totalement d'accord. Mais en fait, le truc qui est intéressant, c'est que pour eux, en fait, Nika... Bah en fait, moi j'ai plus l'impression que c'est pas vraiment... En fait, j'ai pas vraiment l'impression que c'est ça. Parce qu'en fait, à partir du moment où on sait que... C'est là, tu vois, qui nous le dit, c'est que Harald, lui, il voulait créer des liens avec le monde extérieur, tu vois. Et le truc, c'est que lui, j'ai vraiment l'impression que Loki, lui, crée des liens avec le monde extérieur, peut-être genre ça le dérangeait pas, mais que juste Loki, lui, il voulait pas mettre le côté guerrier de côté. Genre, on peut créer des liens avec le monde extérieur, mais peut-être pas en paix. Et c'est peut-être ça, entre guillemets, ce qui va différencier les deux, c'est qu'il y a son père qui, lui, va renier ses origines, tu sais, genre de guerrier, etc. Et il veut nouer un contact avec le monde extérieur, mais plus de manière pacifique. Et peut-être lui, Loki, plus de manière guerrière pour, entre guillemets, tu sais, faire honneur à son sang, tu vois. Genre le côté un peu sang pur, tu vois. Après, par contre, ce que tu dis, c'était intéressant par rapport à Nika. Nika, c'est un sauveur. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que pour eux, là, pour Elbaf, Nika, en fait, ils savent pas, du coup, si c'est un sauveur, c'est un destructeur. Parce qu'ils savent que, quand Nika, il arrive, il y a une destruction, et c'est la fin d'un cycle, pardon. Et du coup, il y a quelque chose qui se passe. Sauf que ce qui est vraiment intéressant là-dedans, pour le coup, c'est que on sait, nous, que Luffy, c'est Nika. Ça, on le sait. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que là où passe Luffy, avant la libération, il y a une destruction. Tu vois, en vrai de vrai. Quand Luffy, il arrive à Alabasta, il sauve Alabasta. Mais quand il arrive, avec les combats, etc., qu'il y a eu, il y a eu pas mal, j'ai envie de dire, de destruction à Alabasta. Et le plus grand exemple, pour moi, c'est Dressrosa. Il y a Wano aussi. Luffy les a libérés. Mais quand Luffy, j'ai envie de dire, a dû libérer les choses, Nika, c'est un guerrier. C'est-à-dire que le Nika, donc par exemple là, Luffy, il va arriver, il va libérer les gens, mais il va devoir se battre. Et quand il va se battre avec les ennemis, bah il y a beaucoup de destruction aussi, tu vois. Donc en vérité, je comprends le côté fin d'un cycle. Et surtout, je comprends aussi, puisque je sais pas si tu te rappelles, sur l'île des hommes poissons, il y avait Shirley qui nous avait dit que Luffy allait détruire le monde, entre guillemets. Tu sais, genre Shirley, elle avait une vision de Luffy. Je sais pas si on peut le retrouver un petit peu, juste l'image. Excuse-moi. Tac, Shirley, Luffy. Tu vois, elle, là. Elle, tu vois. Elle avait dit que à cause de Luffy, l'île des hommes poissons allait être totalement anéantie, tu vois. Et le truc, c'est que elle pensait réellement que à cause de ça, c'est parce qu'en fait, Luffy allait détruire l'île des hommes poissons, mais littéralement. Mais en fait, après, elle a compris que c'était pas ça, que Luffy c'était un sauveur. Mais potentiellement, pour sauver, j'ai envie de dire un petit peu le monde et pour mettre fin à un cycle, bah peut-être que ça, c'est une théorie qui date d'il y a longtemps. Que Luffy, pardon, il va devoir détruire Red Line, tu vois. Et qu'après, bah ça va. Il y aura pas mal de retombées, j'ai envie de dire, sur l'île des hommes poissons. Ce qui fera pas mal de dégâts sur l'île des hommes poissons. Donc il y aura un côté un petit peu destructeur sur l'île des hommes poissons. Mais en même temps, il y aura après une libération. Et je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant avec Nika pour le coup. Et du coup, là, si on revient un petit peu sur le cas de Loki, etc., on sait du coup que lui, Ashwoodin, en gros, on sait qu'il y a plusieurs types de géants. Il y a les géants, on va dire, qui sont, entre guillemets, des descendants de Oz, les anciens géants guerriers. Et on a des géants un petit peu plus basiques. Sauf que du coup, concrètement, on sait que la mère de Ashwoodin, bah, elle n'a pas pu devenir reine. Parce que, bah, littéralement, elle fait pas partie de ces géants, on va dire, descendants de la famille royale, etc. Des géants purs, on va dire ça comme ça. Et que lui, Ashwoodin, concrètement, lui, il veut faire en sorte que, bah, en vérité, il puisse avoir une harmonie entre tous les géants. Parce que, bien évidemment, les géants, c'est comme les humains. Et ça, en vérité, c'est assez logique. C'est comme pour les hommes poissons. Il y a des hommes poissons, je pense, de classe haute, de classe basse, pardon. Là, c'est pareil. Dans notre monde aussi, on le sait très bien, il y a les bourgeois. Les bourgeois, ils veulent pas trop se mélanger avec, entre guillemets, la plèbe. Bah là, c'est pareil. On a les sangs de géants qui a un sang qui a pas envie d'être sali. Et on a du coup d'autres géants. Et lui, Ashwoodin, il a vraiment ce côté. Il veut s'allier, j'ai envie de dire, avec tout le monde. Concrètement. Et ce qui est assez stylé pour le coup, c'est que il s'est mis avec Luffy parce qu'il a compris. Pour moi. Il n'a pas compris que Luffy est Nika. Mais il a compris que lui, Luffy, il pouvait rassembler les gens. Que Luffy, il peut rassembler des humains qui sont différents. Et je pense surtout que Ashwoodin, en voyant ça, il a dû se dire...
Attends, lui, il a su nous rassembler. Humains, géants, mix, tout ce que tu veux. Donc comment ça se fait? Donc pourquoi moi je pourrais pas réunir les géants en fait? Pourquoi moi je pourrais pas rassembler les géants? Et je trouve que c'est assez stylé pour le coup. Excuse-moi. Et voilà, en tout cas moi perso c'est un petit peu ce que je comprends par rapport à tout ça. Et du coup, bah, en vrai, je trouve ça assez stylé pour le coup ce qu'on a, parce que du coup, on peut avoir pas mal de théories, que ce soit par rapport à Kaido, on a aussi pas mal d'infos, que ce soit aussi par rapport, j'ai envie de dire, à Loki, par rapport à son père, par rapport à l'affrontement qu'il y a eu entre les deux, par rapport à la puissance de son père, par rapport à Oz. Donc en vérité, il y a vraiment pas mal de choses à dire là-dessus, il y a pas mal de messages en tout cas que moi j'interprète en tout cas. Après, je peux me tromper ou pas me tromper, de toute façon, avec Oda, on sait très bien. On peut avoir la réponse dans 2 chapitres, comme on peut l'avoir dans littéralement 300 chapitres. Donc bon. Tout le monde a échoué pour se mettre avec les géants, mais Luffy le fera. Bah, moi je pense, bah, de toute façon, Luffy en vérité, là, il l'a déjà fait parce que, on va se dire les choses comme elles sont. Le prochain roi d'Elbaf, ça va être Ashrodin, ça sera pas Loki. Parce que je pense vraiment que là, à partir du moment où Luffy sait qu'il y a une discrimination qui empêche Ashrodin en vérité d'être le roi parce qu'il n'est pas de sang pur, Luffy va changer ça. Mais Loki ne sera pas le roi d'Elbaf, tu vois. Et je pense vraiment que du coup, vu que Ashrodin sera le roi d'Elbaf, bah en vérité, les géants seront sous la tutelle de Luffy. Et du coup, bah Luffy sera en alliance avec les géants. En tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Après, est-ce que ça sera une alliance décisive pour le One Piece par rapport, comme on va dire Big Mom aurait pu l'être il y a quelques années? Bah pas sûr, parce que le problème c'est que la différence entre un Loki qui est roi et un Ashrodin qui est roi, c'est que bah il y a un Ashrodin qui lui est dans la paix et qui veut l'harmonie entre tous les géants, et on a un Loki qui pour moi entre guillemets est l'image typique du guerrier qui lui veut juste entre guillemets être le Nika, détruire le monde pour entre guillemets démarrer un nouveau cycle et être entre guillemets remettre les géants sur le droit chemin en termes de guerrier, tu vois. Donc je pense en tout cas que c'est ça. Ensuite, là, du coup, on passe concrètement à des scènes où on a, j'ai envie de dire, bah, Loki et les Chevaliers Divins. Donc déjà, ce qui est assez intéressant pour le coup, en vérité, entre Loki et les Chevaliers Divins, c'est que on a les Chevaliers Divins qui veulent forcer Loki à devenir, enfin, à rentrer dans l'ordre, en fait, du gouvernement mondial. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est pourquoi ils veulent que Loki soit membre du gouvernement mondial à ce point-là. Parce que là, par exemple, on le sait, quand elle lui dit sale gueux, c'est qu'elle a un mépris de classe. Elle le méprise, Loki. Pour lui, Loki, elle le méprise et elle comprend pas. Elle lui dit, mais attends, t'es sérieux ou quoi? On te dit, tu peux être un chevalier divin, tu peux être au-dessus du monde, et toi, tu le fais pas. Pourquoi tu le fais pas? Et ça, j'avoue que c'est assez intéressant, parce que je pense que Loki, il veut garder sa liberté, mais eux, en vrai, pour moi, ils veulent faire en sorte que Loki soit un petit peu affilié au gouvernement mondial. Puisqu'en vrai, c'est ce qu'il dit, le frère de Shanks à la fin. Tac, 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 je vais aller à la fin. Le gouvernement mondial va les soumettre quoi qu'il arrive. Parce qu'en vérité, le gouvernement mondial, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent pas que les guerriers des baffes redominent le monde comme ils le faisaient avant. Parce que, bah, on s'imagine, hein. Imagine-toi, Nourdine, un peuple avec que des mecs comme Oz. Que des mecs comme Loki. Parce que ça aussi, c'est que Loki, il est ultra fort par rapport aux autres géants, par rapport à ça, tu vois. Donc, que, entre guillemets, un peuple avec que des Oz, c'est une guerre absolue et c'est un problème extrême à gérer pour le gouvernement mondial. Par contre, si, bah, en fait, ils rentrent sous leur tutelle, c'est ça, c'est la fin de la marine et surtout, bah, ils seront dans la galère, tu vois. Parce que même le Gorosei, aussi fort qu'il puisse être, ils vont pas résister à une armée de Oz, tu vois. Et le problème, c'est que concrètement, bah, en vérité, si on a, comment dire, les géants qui vont être, entre guillemets, affectés au gouvernement mondial et que on a le roi des géants, enfin, Loki, typiquement, Loki, il était dans Ryubito. La marine, ils vont tout faire pour que Loki reprenne sa place de dirigeant et de roi, du coup, de Elbaf, comme ils l'ont fait avec Doflamingo, où concrètement, quand Doflamingo, bah, il voulait aller et être roi sur Dressrosa, bah, en vérité, le gouvernement, bah, ils l'ont protégé par rapport à ça.
Et la preuve, ils ont même mis un amiral pour le protéger de Flamingo parce que c'est un Tenryubito. Donc en vrai, ils vont essayer de faire un petit peu, je pense, pareil pour Elbaf. Comme ça, bah entre guillemets, Elbaf, ça restera sous leur contrôle. Et surtout, s'il y a un problème, ils peuvent intervenir. Parce qu'il faut aussi là se dire un truc. Là, ils n'ont pas le droit d'intervenir. C'est une zone de non-droit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de je sais pas quoi là de s'il y a des Tenryubito, il y a un respect ou autre. C'est comme un Wano. Comme c'est une zone de non-droit, bah les marines ils peuvent venir et tuer littéralement qui ils veulent. Mais concrètement, ça veut dire aussi qu'à Elbaf, ils peuvent tuer aussi littéralement qui ils veulent, les marines, etc. Et que bah ils peuvent rien faire entre guillemets la marine. Ils peuvent pas les arrêter ou autre, tu vois. Parce qu'en vrai, ils sont pas dans. C'est une zone de non-droit. Donc en vrai, ils font ce qu'ils veulent. Et du coup, c'est ça qui est assez intéressant pour le coup. Mais ce qui est vraiment intéressant encore plus par rapport à ça, du coup, on a Loki qui littéralement se fait torturer. On a toutes ces bêtes avec qui il est ami depuis la fin, enfin depuis son enfance, qui se font vraiment torturer par Genko. Et concrètement, on voit que Genko, c'est un peu la meuf psychopathe. Par contre, il y a 2-3 trucs qui me chiffonnent un peu dans cette scène. Comment un Loki, il a pu hurler sa mère. On le voit, hein, Loki, il a hurlé sa grand-mère. Et personne ne l'a entendu. Alors que de base, faut se rappeler que quand ils étaient sur le pont à côté du domaine de Rhodes, quand Loki avait commencé, j'ai envie de dire, Loki, il avait, enfin, en fait, il y avait Luffy et Zoro qui avaient entendu un cri, et en fait, après, on a su que c'était Loki. Mais il n'a pas crié autant, là, c'est un cri de douleur qui est extrême. Comment ça se fait que personne n'entend Loki? Alors que pour le coup, il crie à la mort. Et en plus, genre là, on voit comment il crie que, tu sais, genre, ça ressort de l'arbre, etc. Donc, genre, c'est pour nous montrer que son cri, il porte loin. Donc, juste, je me demande, c'est une question genre tout bête, mais comment ça se fait que personne ne le calcule? Parce qu'autant Luffy et tout, on va dire qu'il soit dans le château, je veux bien. Mais il y a les autres géants. Il y a les autres Mugiwara aussi. Même s'il y a la fête, etc. Donc, en vrai, on va dire, il peut y avoir des explications. Mais bon, je me dis que normalement, il entend quand même un minimum, quoi. Donc bon, c'est assez spécial, mine de rien. Mais sinon, à part ça, on voit que Loki, littéralement, j'ai envie de dire, il ne veut absolument pas, même s'il est face à la mort, parce que là, c'est dit, même face à la mort, il n'abandonne pas. Donc concrètement, ce qui est assez intéressant pour le coup, c'est qu'on a un Loki qui a une détermination et une volonté qui est incroyable. Donc, dans One Piece, la volonté c'est le haki. Concrètement, il n'y a pas de meilleure traduction pour ça. Dans One Piece, Vegapunk nous l'a dit, Kaido nous l'a dit, les fruits du démon égale les souhaits, le haki égale la volonté. Loki a une volonté de malade mental parce qu'il lui propose entre guillemets, un privilège. Lui, il est enfermé depuis quand même 6 ans. Et il dit non, il voit tout le monde mourir, et il reste, entre guillemets, assez... Enfin, en fait, juste, il se fait péter la gueule, mais juste, il est en mode, bah, en vérité, faites ce que vous voulez, moi, je m'en fous, je vais pas changer mes idées, quoi. Donc ça, je trouve que ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà que Loki, concrètement, on va dire les choses, il a un haki, je pense, qui doit être assez surpuissant de base, hein, un haki basique, j'ai envie de dire. Enfin, un haki observation ou de l'armement. Mais surtout, il doit avoir un haki des rois assez surpuissant aussi. Parce que pour, j'ai envie de dire, tenir comme ça et pour ne jamais vouloir abandonner, exactement, méga puissant. Je pense vraiment que Loki doit avoir un haki qui doit être monstrueux, genre littéralement. Et surtout, ce qui est assez intéressant aussi, c'est la phrase de Genko. Déjà, bon, Genko, après, on parlera d'elle un petit peu après. Mais quand elle dit, est-ce qu'il tient grâce à sa foi? Moi, personnellement, je me pose une question. Parce que là, Loki, j'ai pas souvenir qu'il ait dit... de toute façon, je sais que Nika va me sauver. C'est moi le prochain Nika pendant leur rencontre à eux. Donc, mine de rien, ça veut dire que les chevaliers divins... Les yeux fermés face à Luffy, t'as vu Loki? J'ai pas compris la phrase, frérot. Mais en vrai, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que là, du coup, on a la confirmation que les chevaliers divins connaissent Nika. Et surtout, on a la confirmation, pour moi, que les chevaliers divins savent que Nika est vue comme une divinité sur Elbaf. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve, c'est vraiment très très cool à savoir. Parce que, bah, en vrai, ça montre qu'ils sont quand même très bien renseignés. Donc, j'ai envie de dire, ça montre qu'ils ont quand même pas mal d'infos. Et que c'est peut-être pas potentiellement la première fois qu'ils viennent. Surtout que, bon, à partir du moment où ils ont réussi à faire un cercle d'invocation sur Elbaf, normalement, c'est pas pour rien. En vrai de vrai. T'as vu ce qu'il a fait à Luffy attaché et les yeux fermés? Bah, en vrai, il a pas... Comment dire? Il l'a plus cherché qu'autre chose, mais il l'a pas... Il lui a pas fait vraiment quelque chose.
À part genre si toi t'as compris autre chose quand... Je sais pas, dis-moi. Moi après j'ai pas vu ça comme ça genre. Ensuite aussi on a du coup concrètement, on a pas mal de choses. On a aussi les pouvoirs de Gunko. Bon après on parlera du frère de Shanks pour finir. Du coup on a les pouvoirs de Gunko. Donc Gunko déjà on sait, ce qui est sûr c'est que bon, on connaît hein, la couleur là un peu noire comme ça. Ça veut dire le haki de l'armement. Donc ça déjà c'est assez stylé à savoir. Et surtout on sait qu'elle a le Haro Haronomi, donc le fruit de la flèche. Donc ce qui pourrait expliquer, j'ai envie de dire, pourquoi les douleurs, pourquoi les flèches. Mais franchement, elle l'utilise très très bien son fruit de la flèche. Hein, parce que, bah, mine de rien, en vrai, elle peut faire vraiment beaucoup de choses. Hein. Elle peut en créer énormément des flèches. Donc bon, logiquement, c'est un paramécia, mais il y a moyen que son paramécia il soit quand même assez éveillé, hein, je pense, hein, pour créer autant de flèches et faire autant de choses. Après, à voir, hein, mais il y a peut-être moyen que son paramécia soit éveillé en tout cas. Donc ça, c'est assez stylé pour le coup à savoir. Du coup, maintenant, on va parler aussi concrètement là de la confirmation. Tout le monde s'y attendait. Je me suis fait un petit peu gueuler dessus à chaque fois en commentaire quand je dis que non, ce n'est pas Shanks, que non, c'est le frère de Shanks. Et j'ai donné toutes mes preuves. Que ce soit par rapport à la cicatrice, que ce soit par rapport au côté logique, que ce soit par rapport, j'ai envie de dire, au fait que ce ne soit pas logique que Shanks arrive devant Loki et que Loki ne réagisse pas face à lui et que surtout Loki et que Shanks demande des infos sur Loki. Ça a aucun sens. Et là, bah, en vrai, on a la confirmation. Figarland, Shamrock. J'ai pas la ref. Autant Garling, je sais que Garling, ça peut être quelque chose genre d'assez guerrier, etc. Shamrock, je sais pas c'est quoi la ref de Shamrock. On va peut-être essayer de le découvrir ensemble. Hein. Qui sait, peut-être on va trouver quelque chose, pardon, Shamrock. Ok. Ok. Ça, par contre, c'est stylé à savoir. Du coup, il est plus... en vrai, j'avoue que c'est pas bête, en vrai. Figarland, Shamrock Figarland, donc il est inspiré de la mythologie irlandaise. Donc en vrai, c'est pas bête à savoir. J'ai envie de dire, c'est un petit détail qui, peut-être, aura son importance par la suite. Donc on sait jamais, en vrai de vrai. Qu'est-ce que je voulais aussi dire d'autre sur lui? Du coup, on sait que maintenant, c'est lui aussi le chef des Chevaliers Divins. Donc ça, pour le coup... Ouais, pour moi, totalement. Pour moi, c'est totalement le frère de Shanks. Parce qu'à partir du moment où on sait que Shanks a un frère, pour moi, il n'y a aucun monde où Shanks arrive et lui disent bon, t'es le fils de Garling, on va te laisser. Alors que c'est quand même Shanks le roux, quoi. Donc bon, un peu bizarre, je pense. Je pense que ce serait assez bizarre qu'il le laisse. Donc pour moi, c'est sûr que c'était le... Que concrètement, bah, j'ai envie de dire, c'était le frère de Shanks hein, qui est venu parler au Gorosei et qui lui ont dit on t'accepte parce que c'est toi, parce que concrètement, c'est le fils du chef des Chevaliers Divins, tu vois. Et entre guillemets, normalement, le Gorosei ne doivent peut-être pas parler avec les autres. J'ai envie de dire, je pense que les Gorosei ils sont extrêmement au-dessus des autres Tenryubito, notamment eux. Donc je pense que typiquement, là, Gunko a dit ouais, moi je veux parler au chevalier. Enfin, je veux rencontrer le Gorosei. Pas sûr qu'elle dise oui, tu vois. Enfin, pas sûr qu'ils acceptent. Alors que là, bah en vrai, c'est un Figarland. Donc il y a moyen que ce soit accepté facilement et que c'est par rapport à ça, tu vois. Mais pour moi, c'est sûr que c'était lui, tu vois. Mais du coup, ce qui est assez intéressant par rapport à tout ça, c'est que lui, en fait, on voit vraiment que El Gunko, c'est le côté un peu folle, qui va un petit peu soumettre les gens par la torture et la douleur. Et que lui, en fait, il a l'air, mine de rien, d'être assez diplomate, d'être assez stratégique et d'être assez malin, le frère de Shanks. Parce que lui, en vrai, il dit, ouais, il aurait voulu gérer ça plus intelligemment. Donc, par plus intelligemment, ça veut dire pas besoin de torturer un mec à perte alors qu'on sait que ça sert à rien, mais peut-être plus essayer de le manipuler pour faire en sorte que, bah j'ai envie de dire, bah on va les soumettre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, du coup, lui, le frère de Shanks, veut soumettre les autres, mais pas concrètement, j'ai envie de dire, via la puissance brute, mais peut-être plus par l'intellect. Et ça, en vrai, je trouve que ça peut être assez intéressant à savoir. Et surtout, ce qui est cool, c'est qu'on sait là, du coup, qu'ils vont contacter Marie-Joise. Qui dit contacter Marie-Joise, ça veut dire contacter le Gorosei, contacter son père. Et bah, je pense que ça peut être assez intéressant aussi, hein, puisque bah, en vrai, on va revoir le Gorosei, on va revoir un petit peu peut-être Imu, pas sûr, mais en tout cas, on va revoir les membres du Gorosei. Et on va voir, entre guillemets, le père de Shanks, le père de Garling, enfin, le Garling, hein, concrètement. Donc, le père de Shamrock, rentrer, j'ai envie de dire, en action. Enfin, en action, en tout cas, qui va commencer à parler et peut-être imposer son leadership. Donc ça, je trouve ça assez stylé.
je dois avouer qu'il y a pas mal de choses qui peuvent, entre guillemets, qu'on peut un petit peu théoriser par rapport à ça. Déjà, de côté, les chevaliers divins sont la réserve des membres du Gorosei. Bah, en vrai, ça a été confirmé, parce qu'à partir du moment où on a le fils de Garling, qui lui, concrètement, reprend directement sa place en tant que chef des chevaliers divins, et que le chef des chevaliers divins est devenu un membre du Gorosei, je pense sincèrement que c'est pas la première fois qu'un des membres des chevaliers divins, j'ai envie de dire, soit promu membre du Gorosei. Typiquement, je pense que, je crois que c'est Saturne, hein, dans One Piece. Hein. Dans One Piece, je crois que c'est Saturne le plus jeune, parmi les membres du Gorosei. Non, c'est pas Saturne. C'est Jupiter, pardon. Jupiter. Avec Saturne, il est mort, lui. Mais c'est Jupiter, voilà. Jupiter, lui, concrètement, c'est le gars dans le Gorosei qui fait littéralement le plus jeune. On va se dire les choses, pour moi, c'est le plus jeune, et je pense que c'est pas pour rien que ça soit un petit peu le plus jeune. Je pense sincèrement que, j'ai envie de dire, c'est potentiellement lui qui est le dernier arrivé parmi les membres du Gorosei, dans le Gorosei, justement, et que c'est peut-être lui, un ancien membre des Chevaliers Divins. Ce qui fait que c'est peut-être aussi pour ça que c'est lui qui a été le plus inquiété, j'ai envie de dire, quand ça a dit que Saturne était juste mort, j'ai envie de dire, et que Imu l'a remplacé par Garling. Donc ça déjà, c'est assez stylé pour le coup. Et là maintenant, on va parler un petit peu d'un sujet qui, je sais, va un peu énerver les gens. Ça, c'est sûr et c'est certain même. Concrètement, on sait que Shanks a un frère. Du coup, beaucoup disaient, notamment de mon corbeau, que, on va dire les choses, Shanks ne pouvait pas avoir de frère, sinon ça allait être une facilité scénaristique. Et que, en fait, ça allait être, entre guillemets, un peu de la merde. Et que ça allait être une facilité de la part d'Oda. Là, tout ce que je fais là comme théorie, etc., il y aura la version en short qui arrivera petit à petit sur la chaîne YouTube. Mais pour moi, en vérité, je me dis que oui, c'est une facilité de se dire que Shanks a un frère jumeau maléfique. Mais en fait, pour moi, il y a plusieurs choses qui rendent ça logique. C'est que déjà, Shanks, il a été recueilli par Roger. Donc ça, déjà, il n'y a pas de... Enfin, faut quand même se mettre ça en tête, c'est que Roger... Regardez, on va mettre ça, comme ça, on va, comment dire, on va illustrer un petit peu ce que je dis. Tac. Tac. Ok, bon, on va essayer peut-être de trouver ça là. Voilà, là, peut-être comme ça, c'est un peu mieux. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Shanks, il a été trouvé par Roger. Du coup, voilà, il l'a trouvé sur God Valley, tu vois. Ça, on le sait, il l'a trouvé dans un coffre à God Valley. Moi, personnellement, est-ce que ça me dérange que Shanks ait une famille? Ça me dérange ou ça me dérange pas? En vérité, je trouve ça assez logique que Shanks ait une famille, tu vois. Parce que le truc, c'est qu'il faut dire les choses. À partir du moment où t'as un bébé qui a été trouvé, ce bébé, en vrai, c'est logique qu'il ait une famille. C'est logique que ce bébé ait un frère, que ce bébé puisse avoir une mère, que ce bébé puisse avoir un père. Tu vois? De quoi, non, frérot? Pour toi, c'est pas logique? Parce qu'en vrai, pour moi, le truc, c'est que je me dis... C'est logique, en vérité, pour moi, que Shanks ait un frère, que Shanks ait un père. Donc, en vérité, le truc, c'est... Si Shanks, il a un père, pourquoi il n'aurait pas un frère? En vrai, c'est une question, pour moi, qui est assez logique, entre guillemets. En fait, c'est quelque chose qui est assez basique. Mais, est-ce que c'est si grave que ça, que Shanks ait un frère? En vérité, pour moi, non. Après, le truc, c'est... Faut aussi se dire autre chose. Ah voilà, parfait, alors. Parfait. Parce que même moi, en vrai, tu vois, je me dis... Moi, personnellement, je kiffe... Et je me dis plus, je vais voir ce que Oda va nous donner. Puisqu'on était plein à se plaindre à chaque fois dans One Piece en se disant oui, mais regardez, ça c'est incohérent, c'est incohérent, c'est incohérent. Et au final, on kiffe. Par exemple, concrètement, Shanks, il a été retrouvé bébé. Il peut avoir une famille, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il faut aussi se dire les choses comme elles sont. C'est que Shanks, il est issu d'une famille de chevaliers divins. Les chevaliers divins, ils ont été introduits extrêmement tard dans One Piece. Donc le truc c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où tu as une famille qui est introduite extrêmement tard dans One Piece, en fait c'est logique qu'après du coup on ait ce côté un petit peu, voilà ça, famille noble. Et le côté, pour moi c'est un petit peu logique que du coup on ait cette révélation un peu tard. Et pour moi c'est pas un gage de facilité parce que en vrai, les chevaliers divins de base on les connaissait pas avant. Et en vérité c'est mine de rien dans One Piece déjà que ça avance, là ça avance de plus en plus vite, mais ça prend son temps. Mais le truc, c'est que si on nous avait expliqué dès le début, là, il y a ci, là, il y a ça, là, il y a ci, là, il y a ça,
bah en vrai, ça aurait été un bourbier sans nom et on n'aurait pas aussi aimé One Piece comme on l'aime aujourd'hui. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'incohérence. Après, le seul truc que je me demande, c'est comment va réagir le frère de Shanks et surtout, quel est son rôle littéralement. Parce que être chef des Chevaliers Divins, pour l'instant, avec Garling, à part, c'est déjà quelque chose de fou. Hein. Garling, il a exécuté concrètement un Tenryubito. Il a exécuté le Don Quirote qui avait sauvé, qui a sauvé la princesse sirène. Ok, Garling, il a exécuté. On sait que les Chevaliers Divins, eux, ils doivent protéger les Gorosei, ils doivent protéger les Tenryubito et ils doivent aussi juger concrètement les Tenryubito s'il y a des problèmes. Voilà, entre guillemets, il faut un petit peu comment on dit, la pluie et le beau temps, un peu sur Marie-Joise. Même si, bon, les hauts dirigeants, les vrais rois, c'est le Gorosei et au-dessus, il y a Emu. Bah, en vérité, mine de rien, on sait un petit peu le rôle, j'ai envie de dire, des Chevaliers Divins. Maintenant, est-ce que le frère de Shanks, il est aussi puissant que lui? Moi, je pense pas. Pourquoi? Le frère de Shanks, il a l'air d'être très réfléchi, pour le coup. Ça, c'est quelque chose où on doit le reconnaître. Il a l'air d'être assez intelligent. Il a l'air de prendre pas mal de recul. Est-ce qu'il aura le Haki des rois? Pour moi, en vrai, c'est possible. Parce qu'à partir du moment où tu es le chef de quelque chose, le roi de quelque chose, tu peux avoir le Haki des rois, en vérité. Mais le truc, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Haki, c'est la volonté. Et un Shanks qui a été élevé par Roger, qui a subi des épreuves de malade mental en étant enfant. Parce que Shanks, enfant, il se tapait contre l'équipage de Barbe Blanche. Hein. Faut pas oublier ça. Hein. Shanks, quand il était petit, il se tapait contre Barbe Blanche. Donc la volonté de Shanks, elle est phénoménale. Et depuis qu'il est petit. Parce que des fois, on se dit, ouais, mais le Haki des rois, c'est un peu héréditaire. Kid, on connaît pas ses parents, Kid, il a le Haki des rois. Parce que Kid, il a une vraie volonté. Mais là, Shanks, il a une grosse volonté, et je pense pas que son frère, il a autant une volonté que ça. Ou une volonté, en tout cas, aussi grande que celle de son frère. Parce que le problème, c'est que quand t'es un peu né pirate, que tu te fais courser de partout, que t'es dans, littéralement, l'équipage du roi des pirates, que t'affrontes l'homme qui était considéré comme l'homme le plus puissant du monde, qu'a son équipage, depuis ton enfance. Et j'ai envie de dire qu'on t'a confié une tâche incroyable, c'est de trouver celui qui va être le prochain Joy Boy. De trouver celui qui va trouver vraiment le One Piece. Parce qu'il faut le rappeler aussi, Roger n'a pas trouvé le One Piece. Roger a été sur Laugh Tale, il a lu l'histoire, etc. C'était beau. Mais une fois arrivé là-bas, il n'a rien trouvé, Roger. Il est arrivé 20 ans trop tôt. Donc le rôle de Shanks, c'était de mener la personne qui allait trouver le One Piece au One Piece. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait, entre guillemets. Indirectement, c'est ce qu'il a fait. Et du coup aussi, c'est pour ça qu'il protège Luffy, etc. Du coup, concrètement, avec tout ça, on voit que Shanks, il est guidé par une volonté. Là où concrètement, je pense que quelqu'un qui de base est né dans le luxe, est né en tant que dominateur du monde, etc., n'aura pas une volonté aussi forte, et n'aura pas une envie aussi forte. Et ça, typiquement, je trouve que c'est grave intéressant. Pourquoi ça peut être très intéressant? Bah, en vrai, il y a plusieurs choses. Déjà, premièrement, pour moi, son frère ne rivalise absolument pas avec Shanks. Parce que typiquement, si on avait le frère de Shanks qui rivalise avec Shanks, le père de Shanks aurait pu rivaliser avec Shanks. Et entre guillemets, deux Shanks plus le Gorosei, faudrait juste me dire une seconde pourquoi le Gorosei n'aurait pas tapé un assaut contre un Yonko. Ok, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais Ryan, ça aurait peut-être déstabilisé le monde. Mais frère, si t'as deux Yonko chez toi, plus le Gorosei plus Imu, tu peux dominer le monde, mais largement, il n'y a pas besoin de Yonko. Même si, bon, en soi, pour qu'il y ait un équilibre en termes de piraterie, etc., faut les Yonko pour le gouvernement et fallait les Shichibukai. Mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. C'est que pour moi, concrètement, le frère de Shanks ne doit pas être aussi puissant que Shanks. Ça, c'est clair et net. Et du coup, pour moi, en vérité, quand on voit là le groupe de Luffy, Zoro, Road et Nami qui vont arriver, moi, je le sens gros comme une maison. Mais vraiment gros comme une maison. Que là, ils vont, je pense, prochain chapitre, on va avoir la communication, parce qu'il n'y aura pas de pause hein, la semaine prochaine. Donc, prochain chapitre, on a le frère de Shanks qui va appeler le Gorosei, etc. On va avoir Luffy qui va en apprendre un peu plus sur les guerriers d'Elbaf, sur Harald, etc. Donc ça, c'est assez cool. Mais j'en suis sûr qu'on aura un affrontement entre le groupe de Luffy et ce groupe-là. Et que du coup, concrètement, pour moi en tout cas, celui qui va se taper contre Luffy, il y aura sera potentiellement lui. Mais en fait, je me dis, soit il s'apprend contre Luffy, soit contre Zoro. Tu vois.
Pourquoi ils vont appeler le Gorosei, tu veux dire? Pourquoi le frère de Shanks il va appeler le Gorosei, etc. Bon, en fait, là, il le dit, tu vois. Il dit changement de programme, contacte Marie-Joise. Donc, en vérité, c'est pour moi logique qu'ils vont appeler, tu vois, le Gorosei. Puisqu'en vrai, s'ils appellent Marie-Joise, Imu, c'est impossible qu'ils l'appellent. Ils peuvent pas appeler Imu. Parce que Imu, déjà, le Gorosei, ils ont du mal à parler avec, déjà, en vérité. Donc, en vrai, en fait, à partir du moment où ils doivent contacter Marie-Joise, ils doivent contacter le Gorosei. Tu vois. Parce qu'il y a personne qui est au-dessus. Parce qu'en vrai, il y a personne au-dessus des chevaliers divins, hormis le Gorosei et Imu. Ça va, Barbe Noire? Comment tu vas? Vas-y, oh là, je l'ai mal fait là, pour le coup. Barbe Noire. Avec 2 i. Plus noir que barbe, du coup. Bon, attention, hein, au cas où, j'ai prévenu, il y a le spoiler, etc. Je préviens. Comme ça, il n'y a pas de souci. Bah écoute, ça va super bien, et toi? Tranquillement, hein, là, je fais ma petite review du chapitre. Du coup, là, je pense que j'ai pas tardé à finir. On parlait un petit peu de pourquoi Shamrock Figarland allait contacter le Gorosei. Et concrètement, bah pour moi, logiquement, il va contacter pardon, le Gorosei parce que bah, justement, il n'y a pas d'autres intermédiaires, il n'y a pas de supérieur hiérarchique autre que le Gorosei, hormis eux, hormis les chevaliers divins, et lui c'est le chef, donc logiquement, je pense qu'il va appeler le Gorosei, mais surtout il va appeler son père, hein, en vérité. Bah en vrai, c'est ça le truc, c'est que moi je me dis, soit c'est Luffy, soit c'est Zoro. Mais en vrai, moi je vois bien Road, typiquement, libérer Loki. Bah en vrai, moi frérot, je vois bien Road libérer Loki, Luffy contenir un petit peu Loki et essayer de le calmer pour, tu vois, tranquille. Et Zoro se tape contre le frère de Shanks. Parce que c'est vrai que très honnêtement, pour moi, le frère de Shanks, s'il se tape là contre Luffy, il le déglingue quoi. T'en es pas encore arrivé là? Oula, toi tu te spoil de beaucoup de choses là, frérot Barbe Noire là. T'en es où la Barbe Noire? Mais moi en vrai de vrai, je pense vraiment qu'on aura un affrontement pour le coup de Luffy Gear 5 contre, contre Loki pour essayer de le maintenir un petit peu et Luffy dans une forme un petit peu gigantesque, etc. Road qui peut-être lui va essayer de libérer plus Loki qu'autre chose. Mais pour moi, oui, Nami va se taper contre elle. Même si bon, je pense que Nami elle va se taper contre elle et elle va se faire un petit peu démonter. Et après, on aura potentiellement Zoro qui va se taper contre le frère de Shanks. Même si, honnêtement, je pense que Luffy va quand même échanger quelques coups avec le frère de Shanks. Mais juste quelques coups. Et après, je pense que c'est plus quand Luffy va échanger quelques coups avec le frère de Shanks, El Gunko va s'interposer. Je pense Zoro va un petit peu la contrer, etc. Nami va venir aussi. Pendant que tous vont avoir les yeux détournés, on va avoir Loki qui va essayer, je pense, de faire du charme, entre guillemets, à Road pour le libérer. Et une fois que Loki va être libéré, bah, je pense que Luffy, lui, va, boum, aller contre Loki pour essayer de le maintenir un petit peu. Parce qu'il n'y a pas d'animosité vraiment entre Loki et Luffy. Donc je pense que Loki va surtout essayer de le contenir. Bon, Luffy, quand il doit contenir les gens, il leur met des patates, mais bon. Avec tout le respect, on va dire. Et on a de l'autre côté, pour moi, Zoro qui va arriver et qui va se taper un petit peu contre le frère de Shanks. Et du coup, Nami qui va se retrouver en 1v1 contre Gunko, voire, entre guillemets, Road qui va venir un petit peu l'aider en support, quoi. C'est son frère jumeau. Bah, en vrai, oui, normalement, oui, c'est son frère jumeau. Soit c'est son grand frère, soit c'est son petit frère. Mais ils ont tellement la même gueule que pour moi, oui, c'est son frère jumeau. Après voilà. T'as été spoil par rapport à pas mal de choses, là, du coup. Après, désolé, hein, mais après, j'ai prévenu ou autre. Et sinon, je pense que si t'es resté, c'est que ça te dérange pas tant que ça. Mais en vrai, c'est parce que tu verras qu'il y a pas mal de choses où concrètement, on voit Shanks faire des choses bizarres. Et maintenant, on sait que bah, c'est pas à cause de Shanks, en fait. C'est son frère jumeau. Donc, en vrai, je pense que là, on est à peu près à 1 heure. Donc, je pense qu'en 1 heure, j'ai abordé pas mal de points. Toi, Nourdine, dis-moi, frérot, s'il y a quelque chose à dire. Si c'est son frère jumeau et qu'il a la même puissance, pourquoi Luffy va le battre? Ah, justement, j'ai pas dit que Shanks et que son frère jumeau allaient avoir la même puissance. Parce que, en gros, dans One Piece, bon, ça après on le dit plus tard, toi je sais pas vraiment où t'en es typiquement, mais dans One Piece, ce qu'on nous dit, c'est que le haki, c'est la volonté, tu vois. Et en gros, pour résumer un petit peu ce que j'avais déjà dit tout à l'heure,
Le haki, c'est la volonté. On a un Shanks qui, lui, a été élevé par Roger depuis l'enfance, donc le roi des pirates, qui s'est battu contre Barbe Blanche, donc en termes de volonté, et aussi qui doit mener Luffy au One Piece. Parce que Roger, lui, n'a pas trouvé le One Piece, il est arrivé 20 ans trop tôt. Il est arrivé à la dernière île, à savoir Love Tale, mais il n'a pas trouvé le One Piece, tu vois. Ah bah ça va alors. Ah bah ça va alors, y a pas, ok, parfait alors. Mais tu vois, mais le truc c'est qu'à partir du moment où t'as un mec comme Shanks qui a entraîné entre guillemets sa volonté et qui a un acquis de malade mental parce que volonté de faire, quelqu'un qui a grandi dans le luxe, quelqu'un qui a grandi mine de rien, parce que Shanks, il a passé son enfance avec Roger, mais après c'était Shanks le capitaine. C'était Shanks qui était sur le devant de la scène, qui devait prendre ses responsabilités. Le frère de Shanks, il vient de passer chevalier, chef des chevaliers divins. Donc avant c'était un sous-fifre. Et la différence de volonté et la différence de puissance que tu dois avoir entre quelqu'un, tu sais, qui est sur le devant de la scène, qui est capitaine, qui a été élevé par le roi des pirates, etc., et quelqu'un qui a été élevé, mine de rien, dans le luxe, et qui est le second de quelqu'un d'autre, bah la différence, elle est énormissime. Et surtout pour moi, le plus grand point, ce serait que si les chevaliers divins avaient quelqu'un avec la puissance littéralement de Shanks, ils auraient peut-être pas agi comme ils ont agi de base, tu vois. Parce que typiquement sur Egghead, pourquoi ne pas ramener du coup un mec qui a la puissance d'un Yonko, à savoir Shanks, sur Egghead pour épauler le Gorosei et pour faciliter le Gorosei. J'ai même envie de te dire si les cheveux... Enfin, pour moi, genre, ce serait un petit peu illogique, tu vois, de faire ça. Genre de ramener un amiral, mais de pas ramener un mec qui est plus fort qu'un amiral, tu vois. Bah en vérité, oui, hein. En vérité, c'est logiquement oui, puisque le truc c'est que du coup, la phrase exacte, on va essayer de la retrouver. Enfin, je vais essayer de retrouver la phrase exacte. Rencontre le Gorosei. Non, je suis trompé. Est-ce qu'il y a la page en français? Si la page elle est en français, c'est nickel. Sinon, c'est un peu chiant. Non, je vais zoomer. Ok. Là, normalement, on devrait... Bon, peut-être un peu trop zoomé, là. Peut-être un peu fait l'américain. Ok, là, c'est bon, là, on voit bien. Bah, en fait, c'était lui, puisque regarde. Quand il leur parle, etc., il dit, mais c'est parce que c'est vous que nous avons accordé cet entretien. Et le truc, c'est que nous, on s'est dit, ah bah, peut-être c'est parce que c'est Shanks, que c'est un Yonko, tout ce que tu veux. Mais le truc, c'est à partir du moment où on sait que concrètement, là, à ce moment-là, Cham, enfin le frère de Shanks, concrètement, bah je pense que soit il parle de Shanks, soit il parle de Luffy, tu vois. Mais je pense plus qu'il parle de Shanks. Ou de Barbe Noire, mais je pense que logiquement il va plus parler de Shanks, tu vois. Et le truc c'est que quand tu vois, bon, maintenant on sait que c'est lui, mais surtout le truc c'est que quand ils te disent on a accepté parce que c'est toi, et qu'on sait que maintenant le frère de Shanks, bah c'est un Garland, que bah, à ce moment-là, lui c'était le fils du chef des Chevaliers Divins. Donc c'était littéralement le fils des seconds, entre guillemets, du Gorosei. Du coup, bah concrètement, en vérité, c'est assez logique qu'ils lui disent, bah maintenant, ok, parce que c'est toi, parce que t'es membre des Chevaliers Divins, parce que t'es le second des Chevaliers Divins, bah, en fait, t'as le droit de nous parler, tu vois. Parce que je pense pas que la Gunko, la Gunko, qui est membre des Chevaliers Divins, demain elle va dire au Gorosei, je veux m'entretenir avec vous. Pas sûr qu'ils disent ok, tu vois. Pas sûr. Donc c'est ça le truc qui est intéressant, c'est que pour moi, oui, il voulait parler de Shanks quand il disait un certain pirate. Et pour le coup, je trouve que c'est grave cool. Mais quand je te dis que pour moi, Shanks, Luffy, ça va être facile contre le frère de Shanks, dans le facile, j'exagère un petit peu. Mais faut dire les choses, Luffy aujourd'hui avec son Gear 5, il ne maîtrise pas totalement. Mais avec la maîtrise qu'il a, il a pu rivaliser avec un Kaido full power, tu vois. Donc le truc, c'est que à partir du moment où Luffy, on voit que c'est vraiment un Yonko, parce que bah contre Kizaru, on a vu sa puissance de Yonko, contre le Gorosei, on a vu aussi sa puissance de Yonko. Pour moi, ce serait pas logique d'avoir un mec qui a la puissance d'un Yonko dans les Chevaliers Divins, tu vois. Ouais, je pense aussi que Luffy va pas le combattre, mais justement, tu vois, c'est ça le truc, c'est que en fait, je pense que Luffy va avoir une altercation. En fait, Luffy il doit avoir une altercation avec lui. Bah, là c'est le chef des Chevaliers Divins, tu vois. Maintenant, c'est plus un second. Maintenant, c'est le chef. Mais avant, c'était un second.
Donc, tu vois, Shanks, il est passé de enfant à littéralement capitaine. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, en vérité, je pense que Luffy, de toute façon, c'est sûr que quand il va arriver, il va voir un mec avec la gueule de Shanks, habillé en mode divin, enfin, en mode comme ça. Il va pas reconnaître Shanks. Il va pas reconnaître le Haki de Shanks. Et il va se demander s'il n'y a pas un problème. Donc c'est sûr qu'il y aura une confrontation entre les deux. Mais je pense que Luffy et lui vont peut-être s'échanger 2-3 coups. Mais après, pour moi, c'est Zoro qui doit aller se taper contre lui. Parce que sinon, il va se faire rétamer le frère de Shanks. Il n'y a que pour moi Loki qui peut donner un combat à Luffy et que Luffy ne lui règle pas son compte en 2 secondes, quoi. Donc pour moi, on aura Nami Hérode potentiellement, ou Nami seul contre Gunko. Et on aura du coup le frère de Shanks contre Zoro. Et là, on pourra voir vraiment de quoi est capable Zoro, on l'a déjà vu. Mais là, je pense que Zoro va encore plus être poussé dans ses retranchements. Et surtout que là, on aura vraiment un Zoro qui va arriver et qui va un petit peu boxer tout ça, tu vois. Je sais pas si t'es d'accord avec moi ou pas du tout, dis-moi. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Pour moi aussi, je pense que Nami, elle peut se faire exploser. Tu vois, c'est pour ça que je me dis qu'il y a moyen qu'il y ait Road avec, tu vois. Qu'il y ait Road et que Luffy va essayer de contenir un peu Loki. Mais en vrai de vrai, en fait, tu vois, je pense pas qu'il y aura un vrai combat. Tu vois ce que, en fait, comment dire, dans One Piece, en vrai, pour moi, il y a très peu de combats où tu te dis, ok, là, il doit y avoir tel ou tel combat. Et maintenant, il y a tel... Enfin, en fait, ils vont pas s'affronter maintenant, tu vois. En fait, je vois pas l'intérêt d'arriver et que Zoro, admettons, fracasse totalement le chef des Chevaliers Divins alors qu'on l'a même pas vu en action. Je pense surtout que les deux vont se taper, mais que les deux vont surtout essayer de se retirer parce que je pense sincèrement que s'ils doivent se battre, le Gorosei, ils vont leur dire, ramenez-vous, revenez. Il n'y a pas de je sais pas quoi, revenez. Ah, vous êtes là contre Luffy, revenez, c'est tout. Et du coup, je pense que Nami va être sauvée par rapport à ça. Et que, bah, il y aura comment dire, qu'il y aura une coupure entre le combat entre Zoro et le frère de Shanks. Parce qu'en vrai, ce serait pas logique que on ait un combat limite à mort entre les deux et genre, tu sais, un vrai 1v1. Parce que ça n'existe pas dans One Piece, comment dire, les deux personnages qui se rencontrent alors qu'ils devaient pas se rencontrer, tu vois. Barbe Noire peut venir Moi, je suis pas sûr de ça. Honnêtement, je suis pas sûr de ça. Parce que là, le truc, c'est que Barbe Noire, comment dire. En fait, je me dis juste, Barbe Noire, pourquoi il irait sur Elbaf? Alors que là, Barbe Noire, il a pas mal de choses à gérer, mine de rien. Il a son alliance avec Moria à gérer, mais surtout, il a Garp. Donc là, Barbe Noire, il peut littéralement soit donner Garp à la Cross Guild et empocher les 3 milliards, ou 3 milliards, ou 5 milliards, ou je sais pas combien. Je crois que c'est 3 ou 3,5 milliards, ou quelque chose comme ça. Soit, Barbe Noire va arriver et va dire, là, il y a Garp, on va l'exécuter. Parce que Garp, il peut pas être mort hors champ. Avec Aokiji Extra, il peut pas être mort hors champ. Mais le truc, c'est que Barbe Noire, là, il a 3 des 4 Ryoponeglyphes. Il a Garp. Et il a Pudding. Donc le truc, c'est qu'est-ce que Barbe Noire, honnêtement, irait foutre à Elbaf. Tu vois. Parce que avant, on va dire que Barbe Noire, il avait un avantage. Parce que Katarina Devon a touché sa surne. Donc il avait un gros avantage. C'était celui de pouvoir s'infiltrer à Marie-Joise. Tu vois. Le 4ème Rio. Ouais, mais le truc, c'est que... Est-ce que le 4ème Rio Poneglyph est sur Elbaf? On n'en sait rien, en fait. Tu vois. Et Barbe Noire ne peut pas vraiment le savoir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça le truc, c'est que là, déjà, il doit forcer Pudding à déchiffrer les 3. Il doit voir concrètement ce qu'il va faire avec Garp ou pas. Et en vrai, c'est déjà pas mal, tu vois, des choses à faire là, déjà. Et après, il doit enquêter sur qui a le 4ème Rio Poneglyph. Parce qu'on sait que celui qui a le 4ème Rio Poneglyph, c'est celui qui a... C'est un homme qui a la cicatrice de feu. Tu vois. C'est... on nous l'a dit. Attendez, Man... Fire... Scar... One Piece... On a dit que c'est l'homme avec la cicatrice de feu. Mais attendez, attends vite fait. Parce que juste... Vegapunk, je nous avais montré au dernier moment, c'était dans un chapitre, mais je me rappelle plus lequel exactement. C'est dommage. Ok, c'est dommage, parce que bon, c'est pas lui. Hein. 100% c'est pas lui.
Mais le truc, c'est que pour moi, tu vois, en vrai, le quatrième Rio Poneglyph, il est détenu par quelqu'un. On sait que il aspire les bateaux à l'aide de typhons, un petit peu comme ça nous a été dit par Kid. Mais le problème, c'est que pour moi, ça peut pas être Aguar di Sauro. Celle-là, tu parles? Tu parles de celle-là? Après, celle-là, c'est une... en fait, le truc, c'est que l'homme à la cicatrice de feu, là, en gros, il t'a montré tous ceux qui peuvent l'être, tu vois. Mais ça veut pas dire que c'est ceux-là. Pour moi, tu vois, en vérité, ça peut être un Scopper Gaban, tu vois. Depuis quand on sait qu'il y a une notion? Bah, en vrai, on n'en sait rien. On n'en sait rien. C'est ça le truc, c'est que comme je dis, c'est que c'est une théorie, tu vois. Donc en vrai de vrai, là, le mec qui a fait, c'est genre, c'est une miniature, tu vois. Parce que par exemple, genre, quand il met l'homme à la cicatrice de feu et il met Aokiji, je suis désolé, Aokiji, jamais de la vie, il a le quatrième Rio Poneglyph. C'est impossible qu'on a Aokiji qui ait le quatrième Rio Poneglyph. C'est parce qu'en vrai, si Aokiji là, enfin si Kuzan là, il n'y a aucune logique en fait. Alors il n'y a pas de logique que lui l'ait, tu vois. Donc, alors que en vrai, c'est sûr que le troisième de Roger, Scopper Gaban, si lui là, c'est plus logique parce qu'il y a le côté, bah en fait, il protège l'héritage de Roger. Et il y a pas mal de choses. Mais où est Scopper Gaban? Parce que Scopper Gaban, ça peut littéralement être, c'est genre, il y a quelques chapitres, il y a une géante qui nous a dit qu'elle avait un mari, qu'elle avait un amant, mais qui voulait pas se marier avec elle parce que, bah, elle vieillit pas trop et lui, il vieillit beaucoup. Scopper Gaban aujourd'hui, il doit avoir l'âge de Riley. Donc c'est un vieux. Concrètement, il a 70 ans, quoi. C'est un vieux. Donc ça peut être lui qui, concrètement, j'ai envie de dire, a le troisième Rio Poneglyph. Et ce qui serait logique parce que, bah, potentiellement, on a Roger, du coup, qui les a cachés à certains endroits et il l'a dit, toi, Riley, ou toi, Scopper Gaban, tous les deux, vous allez savoir où va être le troisième Rio Poneglyph. Et basta, tu vois. Mais le truc, c'est, est-ce que Scopper Gaban est encore sur Elbaf? Pas sûr. Et surtout, le truc, c'est que, enfin, Barbe Noire, pour moi, il n'a pas de raison de connaître Scopper Gaban. Et déjà, on sait même pas si Scopper Gaban a vraiment le Rio Poneglyph, tu vois. Donc en vrai, il y a trop de mais. Et le truc, c'est que Barbe Noire, lui, il réfléchit pas avec des mais. Barbe Noire, c'est le mec, il bouge quand il a des... Pas des certitudes. Mais Barbe Noire, c'est la définition de l'opportunisme, tu vois. Par exemple, quand lui, de base, il s'est dit... Bah, je vais... Parce que non, c'était tout dit de base avant. Barbe Noire, il va débarquer sur Wano à la fin de la guerre pour achever un petit peu Kaido, etc. C'est pas ce qu'il a fait. Barbe Noire, il est arrivé, il s'est dit, ok, je vais aller à un endroit. Parce que c'est sûr qu'il y en a un des trois qui va passer par là. Et c'est sûr que le gars va être blessé, ou en tout cas va pas être à 100%. Donc je vais pouvoir me le faire. Je vais pouvoir me le faire, et si au cas où il y a un problème, bah en vrai, il y a quand même un mec qui maîtrise la téléportation, etc. Tu vois. Donc en vrai, il s'est dit, dans tous les cas, ça peut le faire. Et en même temps, j'envoie Aokiji et... Maintenant, même pas, c'était pas en même temps, je suis ouf, moi. C'était après. Donc tu vois, donc en vrai, Barbe Noire, il agit pas mal de fois. Il bouge pas mal, mais il essaye quand même d'agir avec une réflexion. Quand il est assez certain de certaines choses, tu vois. Là où concrètement, on le sait que là, il n'y a pas de certitude. Barbe Noire n'a pas normalement de certitude, à part si lui, il a des infos que nous, on n'a pas. Et ça, c'est possible. Mais je pense pas que Barbe Noire puisse arriver, tu vois. Et surtout qu'il y a déjà, je pense, assez de galères, parce que bon, entre le Gorosei qui potentiellement, bon, vont pas débarquer, mais en tout cas, ont des agents littéralement infiltrés sur Elbaf. Il y a les Mugiwara, il y a Loki, où concrètement, on nous dit que Loki est un descendant de Oz. On nous dit que Loki, bah en vérité, ça a mis 8 ans avant qu'il se fasse capturer quand même. Parce que je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, il a tué son père. Parce que ça, peut-être que t'as pas pu voir ou autre. Mais ça a été dit ici. Le roi Harald, il est mort il y a 14 ans, tu vois. Et Loki, il est enfermé depuis 6 ans. Loki, il a passé 8 ans avant que les gens ne puissent pas le taper, tu vois. Et littéralement, il a été prisonnier et il dit que c'est de la faute de Shanks. Donc on sait que c'est grâce à Shanks que les géants ont pu le capturer. Genre Shanks ou son équipage.
Mais je pense plus Shanks, tu vois. Genre, ils ont dû taper un 1v1 et Loki a perdu. Ça, c'est incroyable. Parce que, tu sais, se dire que littéralement Loki, il a passé 8 ans. Je sais pas si on se rend compte, 8 ans. Il y a les 2 ans avant l'ellipse, après ça fait quand même 6 ans. C'est une dinguerie, tu vois. Genre 8 ans comme ça, aéré. 8 ans aéré, tranquillement, tu vois. Et après, il s'est fait capturer. Donc c'est une dinguerie, genre tu te dis, Luffy il était en train de manger ses... il tapait des gommes contre des arbres, Luffy, à cette époque. Quand Loki il a tué son père, Luffy il tapait des petits gommes contre un arbre. Il était là, il lançait des crottes de nez sur Ace, tu vois. Donc c'est une dinguerie un peu. Et surtout, ce qui est fou, c'est que Loki, pour le coup, il a vraiment une détermination qui est affligeante. Donc ce qui dit détermination incroyable, dit volonté incroyable, dit acquis incroyable. Et potentiellement acquis des rois incroyable. Et ça on kiffe. Tu vois, ça on kiffe. Parce qu'on kiffe les théories et tout, on kiffe aussi les puissances pures. Donc en vrai, c'est cool, tu vois. Et avec le recul, ce qui est encore plus incroyable, c'est que, bon, l'arbre d'Elbaf, là, l'arbre d'Adam, honnêtement, on sait que, concrètement, Franky, il avait acheté de l'arbre d'Adam, mais pas de la qualité d'Elbaf. Pas de la qualité de celle d'Elbaf. De celui d'Elbaf, pardon. Donc, petite théorie comme ça, petit bonus. Le Sunny va se faire retaper par Franky d'une manière. C'est le côté un peu moins intéressant, on va dire. Mais vraiment, je pense que le Sunny va se faire retaper par Franky d'une manière qui va être totalement incroyable. Parce que là, déjà, un arbre qui résiste littéralement à un mec qui a un descendant de Oz, qui est giga puissant, qui en plus a mangé un fruit du démon. Bon, après, il y a le Grave Marin, etc. Mais bon, c'est quand même un mec qui a quand même une certaine puissance. C'est pas rien, quoi. C'est quand même pas rien. Donc, je pense vraiment que si Franky retape un petit peu sur certaines choses, le Sunny avec cet arbre-là, on aura un bateau d'une solidité extrême, hein, pour le coup. Je pense que là, limite, tu rentres dans la gueule de quelqu'un, le mec, il meurt. Hein, donc, genre, voilà, quoi. Donc, bon. En tout cas, en vrai, je pense que j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire sur le chapitre. Du coup, j'ai parlé de Oz, j'ai parlé de Harald, j'ai parlé de Shanks, j'ai parlé de son frère, j'ai parlé de potentiellement d'incohérences, des potentiels affrontements, de Kaido, de Barbe Noire. En vrai, j'ai parlé un peu de tout. Donc, je pense que j'ai un peu fait le tour sur le chapitre. Si t'as une question, dis-moi, je pourrais peut-être revenir dessus ou donner mon avis sur certaines choses. Parce qu'on va se dire les choses, je suis pas un expert, enfin je suis pas l'expert ultime de One Piece. J'ai une chaîne manga, donc d'ailleurs n'hésite pas à follow ma chaîne Twitch. Je parle de temps en temps de manga, je fais des quiz, etc. Sinon en vrai je fais plus du gaming sur ma chaîne Twitch. Sinon j'ai plus une chaîne YouTube où je fais pas mal de vidéos sur One Piece si t'as envie. En vrai, genre si le live ça t'a plu, je t'envoie le lien au cas où. Bon. Je fais attention quand même des fois à ce que je fais. Mais voilà, voilà. Je sais pas si je peux vraiment dire quelque chose d'autre. Tac, tac, tac. Voilà, au cas où, c'est le lien de ma chaîne manga. Si ça peut intéresser, on sait jamais. Et du coup, bah en vrai, il y aura quand même pas mal de vidéos sur Shanks, j'ai envie de dire, sur Shanks. Et sur Shanks, sur son frère, sur ce chapitre-là. Donc il y aura beaucoup de shorts, hein. Moi je fais principalement des shorts. Là je vais mettre la rediff du live pour demain ou après-demain. Donc si t'as pas d'autres questions, je vais couper le live. Voilà. En tout cas, voilà, ça fait une petite heure du coup que je parle du chapitre. Et pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner et surtout dites-moi avec le respect, parce qu'on a abordé tellement de points, c'est phénoménal. Mais dites-moi avec le respect ce que vous en pensez, ce que vous ne pensez pas. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le plus important, c'est le respect. Le plus important, c'est toujours et ça restera le respect. Moi, je vous dis à une prochaine. C'était trop cool de parler du chapitre en live. Salut tout le monde.
Et pause. Et on se retrouve potentiellement dans quelques dizaines, vingtaines de minutes, peut-être pour un live gaming plutôt. Donc voilà, salut les BG, prenez soin de vous, bye bye.